raconte. Christophe Andelatte. En août 2018, deux clandestins égyptiens, Mahmoud Kadri, 22 ans, et Karim Ibrahim, 26 ans, tuent d'une balle dans la poitrine Vanessa Campos, une prostituée transsexuelle du Bois de Boulogne, à Paris. Cette affaire nous plonge dans les abîmes de la misère. Ouvrons ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim. Europe 1, Christophe Andelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Andelatte raconte. Côte B sur Europe 1. Cette histoire se déroule dans les bas-fonds du Bois de Boulogne, à Paris. Quand à la nuit tombée, surgissent des prostituées, souvent transsexuelles, qui vendent leur corps pour 10 ou 20 euros. En 2018, une bande de voleurs égyptiens se met à racketter les clients. Alors pour les protéger, les prostituées font appel à leur maquereau. Le 16 août 2018, une bagarre éclate. Vanessa Campos, une prostituée transsexuelle de 36 ans, meurt dans l'échange de coups de feu. Quelques jours plus tard, la crime interpelle Karim Ibrahim. Il serait le chef de la bande des Égyptiens. J'interviens en urgence puisqu'il a demandé à ce qu'un nouvel avocat soit désigné quelques jours avant un interrogatoire. Fares Edel, avocat de Karim Ibrahim. Je le rencontre dans un box, dans ce qu'on appelle le satellite, au tribunal judiciaire de Paris. Le satellite, c'est l'endroit dans lequel les personnes qui vont être interrogées par un juge d'instruction sont retenues quelques minutes avant cet interrogatoire. Et je le vois dans un box qui doit faire 3 ou 4 mètres carrés. Nous sommes 3, il y a lui, il y a moi, il y a l'interprète. C'est un box qui forcément voit défiler des personnes qui ne se sont pas douchées. Donc c'est un box qui pue la sueur, qui pue même la peur. Je savais qu'il était présenté comme le chef d'une bande de voleurs extrêmement violente. C'est comme ça qu'elle était présentée dans la presse. Et je rencontre un individu qui, en fait... tout de suite me regarde assez fixement, qui, à peine je suis entré dans le box, me dit immédiatement, en arabe, mais je comprends quelques mots et je comprends à ce moment-là ce qu'il me dit, qu'il est innocent et qu'il veut que je le sorte de là. Monsieur l'avocat, j'ai rien fait. J'ai pas tiré, c'est pas moi. Moi, je suis pour rien. J'ai pas tué, je l'ai pas tué. Je sais pas ce que je fais là. Vous allez me sortir de là. Hein. Dites-moi, vous allez me faire sortir. Il y a une forme de déception parce que vous vous imaginez, à travers ce que vous avez lu, entendu, un personnage fantasmé qui est presque le mal absolu puisqu'il est présenté comme tel par certaines parties civiles. Et en fait, moi j'ai affaire à un type qui
mesure 1m70, qui est pas très grand, qui est assez menu, qui présente pas très bien, qui est recroquevillé sur lui-même, qui a une forme de logorée verbale en boucle. Il répète à tour de bras qu'il n'a pas tué la victime, qu'il n'a pas tué la victime, qu'il n'a pas tué la victime. Et je comprends tout de suite que cette accusation-là le bloque en quelque sorte et l'empêche d'accéder à tout un tas d'explications qu'il serait susceptible de donner. Ça va être extrêmement difficile de le faire sortir de cette matrice dans laquelle il est entré de « je n'ai pas tiré, donc je n'ai pas tué, donc je suis innocent ». Et là encore, ça va être difficile également de le faire parler de lui, de le faire avancer, évoluer, bref, d'obtenir tout ce qui est attendu dans le cadre d'une information judiciaire. On a besoin d'à la fois connaître les faits, mais de connaître les personnes qui sont mises en cause. Code B78. Expertise psychiatrique du docteur Franz Prosper. Au moment de l'examen, Karim Ibrahim a 27 ans, il mesure 1m75 pour 75 kilos. Cet Égyptien se dit sobre, pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue. Il a le contact facile, le regard droit, attentif aux questions et à la médiation de l'interprète. Karim Ibrahim parle beaucoup, avec une tendance à la répétition, au monologue et à l'auto-valorisation. Quatre mois après le meurtre de Vanessa Campos, les policiers viennent d'interpeller un autre homme, Mahmoud Kadri, 22 ans. Cet Égyptien avait fui en Allemagne depuis les faits. Il est désigné par les autres membres de la bande des voleurs comme le tireur qui a tué Vanessa Campos. Toujours en garde à vue, Mahmoud Kadri conteste ces accusations. C'est un dossier dans lequel deux accusés principaux vont passer leur temps à s'accuser d'être l'auteur du meurtre. Monsieur Kadri va dire « c'est Karim Ibrahim qui a tiré. Moi, j'étais là pour lui et c'est lui qui m'a entraîné là-dedans et je me suis retrouvé dans cette histoire alors que je n'ai rien voulu. » Et Karim Ibrahim qui va dire « c'est Mahmoud Kadri qui a tiré alors que jamais de la vie on avait envisagé qu'un meurtre soit commis et que j'ai jamais voulu qu'il se passe ça. » En fait, ce qui est intéressant dans mon approche, c'est que moi, je connais pas la procédure au moment où je rencontre Mahmoud Kadri. Léa Dordilly, avocate de Mahmoud Kadri. J'ai lu des choses dans la presse, mais j'ai pas encore l'accès intégral au dossier, et je vais d'abord le rencontrer lui et me faire une première impression du client et voir si la rencontre se fait entre nous aussi, si on va pouvoir se faire confiance, si on va pouvoir travailler ensemble. Je rencontre Mahmoud Kadri directement au parloir à la maison d'arrêt de la Santé. La maison d'arrêt de la Santé, elle est en plein cœur de Paris. C'est une très vieille prison, mais qui a été rénovée, qui est magnifique. Même en réalité, aujourd'hui, elle ressemble presque à un hôtel particulier. Je vais donc passer les différents sas pour arriver jusqu'au parloir, être installée dans mon petit box et attendre de voir arriver Mahmoud Kadri. J'ai pas du tout l'impression à laquelle je m'attendais en me trouvant face à lui dans ce box. J'ai un garçon qui a 23 ans face à moi, assez impressionnant physiquement, parce qu'il est très grand, il a une carrure imposante, c'est un sportif, c'est quelqu'un de bien sain, en bonne santé, mais physiquement, du coup, il crée une impression un peu intimidante, qui est extrêmement bien présenté, très soigneux dans son apparence, et qui a à cœur de me faire une excellente impression. C'est-à-dire qu'il arrive, il parle un français parfait, il a tous ses justificatifs de toutes les activités qu'il fait en détention, et ce qui m'a rapidement convaincue, c'est la précision et la connaissance qu'il avait de son dossier. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé à sa défense et il travaillait soigneusement. De toute façon, c'est un bon élève, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir ses petites fiches, ses notes avec des couleurs, ses surligneurs, parce que pour lui, tout était un élément en sa faveur, puisqu'il se disait innocent et qu'il était innocent. Pour lui, absolument tous les éléments du dossier pouvaient être interprétés à décharge et donc il avait réponse à tout, ce qui était assez à la fois utile pour l'assister et même un peu déstabilisant parfois, c'est-à-dire qu'il avait des meilleurs arguments que les miens souvent. Voilà, il va vouloir absolument me montrer à quel point il correspond pas finalement au profil d'un tueur, au profil de quelqu'un à qui on peut reprocher des choses aussi graves qu'il conteste avoir commises. Maître, je vais vous dire quelque chose. C'est pas la première fois que Karim Ibrahim il tire sur quelqu'un. Je l'ai déjà vu faire. Je vais être confronté à lui et aux autres personnes. J'étais là au mauvais moment, moi, c'est tout. Je suis pour rien, moi, dans cette affaire. J'ai rien fait. Moi, je suis arrivé très tard dans cette bande. Vous pouvez pas imaginer leur violence.
Il y a une bande de voleurs qui sévissait dans le bois de Boulogne depuis plusieurs années. Alors, il faut imaginer, en fait, à quoi doit ressembler une nuit dans le bois de Boulogne, dans le cœur de l'été. Et en fait, il y a des incidents tous les jours, il y a des vols en permanence, il y a des viols aussi régulièrement. C'est vraiment une zone de non-droit. C'est d'ailleurs assez vertigineux de voir à quel point, à 2 rues près, on se retrouve au club, country club ou à l'hippodrome, dans des quartiers extrêmement bourgeois comme Neuilly. Et puis, si on fait quelques pas dans un sentier de terre battue, on retrouve des abris de fortune avec des draps et des prostituées dénudées qui s'éclairent avec une lanterne et qui font leur passe. Enfin, vraiment, il y a une dichotomie assez violente. Et donc, quand on va entrer dans ce bois, eh bien, il y a une violence inouïe qui se décuple, il y a des gangs, il y a des territoires. Cette bande de voleurs sévit dans le bois de Boulogne depuis plusieurs années. Et donc, ils vont décider d'attaquer les clients qui viennent au bois pour voir des prostituées, avant même donc qu'il y ait eu un rapport sexuel entre eux et leur prendre l'argent. Ces voleurs, petit à petit, vont pousser les prostituées qui continuent de travailler à se retrancher dans les bois, à se cacher, de telle sorte que les incidents vont aller en s'aggravant, vont se démultiplier, jusqu'à ce que les travailleuses du sexe embauchent des protecteurs pour assurer leur sécurité. Et à partir de ce moment-là, quand il va y avoir donc ces protecteurs supposés les protéger, elles et leurs clients des voleurs, il va y avoir aussi des violences, des incidents avec des armes qui vont continuer de se démultiplier. Durant l'été 2018, dans le bois de Boulogne, à Paris, une bande de voleurs égyptiens, emmenés par Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim, s'attaque aux clients des prostituées qui tapinent dans le bois. Le soir des faits, un groupe d'Égyptiens se réunit quelques heures avant la commission des faits dans un bar à chicha pour aller régler leur compte, c'est l'expression qui est utilisée par plusieurs d'entre eux, aux agents de sécurité. Ils se rendent ensemble au bois de Boulogne, ils sont rejoints par d'autres Égyptiens, ils se réunissent dans un coin du bois dans lequel ils ont l'habitude de se réunir pour commettre des vols. Ils vont s'armer pour certains de bâtons, pour d'autres de couteaux. Il y aura aussi une arme à feu. Ce pistolet, il a été volé quelques semaines avant à un policier qui était en train de recourir à la prostitution dans le bois de Boulogne. Et il va y avoir donc une scène de violence dont va être victime Vanessa Campos, un peu par hasard semble-t-il, puisqu'elle ne paraissait pas être la cible visée par l'opération. Et malheureusement, les violences s'enchaînant, il va y avoir par la suite un tir d'arme à feu dont elle va être la victime et qui va causer sa mort. On sait que, quels que soient les accusés, ils n'ont pas de contentieux personnel particulier avec elle. On sait aussi qu'elle n'est pas à la tête de la lutte contre les voleurs du bois de Boulogne. Elle s'est rebellée comme d'autres personnes prostituées, mais elle n'est pas à la tête de cette lutte. Et donc, voilà, la question c'est pourquoi c'est elle qui meurt et qu'est-ce qu'il se passe au moment des tirs pour que ce soit elle qui tombe. La question était de savoir qui était l'organisateur, qui avait le mobile de cette expédition. Il me paraissait assez évident que c'était pas mon client qui est là depuis 3 mois, qui allait donner des ordres aux autres pour qu'ils l'accompagnent dans un bois, et que lui-même n'avait pas de compte particulier à rendre, à régler avec les protecteurs des prostituées. Le fait est que toute la bande de voleurs va se retrouver, ils vont se répartir les armes, et ensuite ils vont partir à l'affrontement, avec dans l'idée de se battre avec les protecteurs des prostituées. Sur leur chemin, ils vont croiser Vanessa Campos, avec laquelle il semble qu'il y ait eu une altercation physique, qu'il y ait eu des coups échangés. On sait aussi que plusieurs des accusés décrivent Mahmoud Kadri comme tirant en l'air, au moins à 3 ou 4 reprises, et donc on peut imaginer que dans un premier temps, il aurait tiré en l'air pour faire peur ou pour faire accourir les agents de sécurité pour qu'il y ait une confrontation avec eux.
Il y a eu une première scène de violence à l'encontre de la victime Vanessa Campos, une des violences au corps à corps avec plusieurs agresseurs qui ont par la suite donné lieu à un tir par arme à feu dont elle a été victime et qui a causé sa mort, dont Mahmoud Kadri conteste formellement avoir été l'auteur. Il accuse très clairement son co-accusé Karim Ibrahim d'avoir tiré ce coup de feu. Il y a eu dans ce dossier un nombre de versions absolument incroyable. Il y a eu autant de versions que d'accusés, voire autant de versions que d'interrogatoires, puisque chaque accusé a varié dans son explication sur ce qui s'est passé au moment des tirs 5, 6, 7 fois pendant la procédure, et parfois même pendant un même interrogatoire, ils se contredisaient. Cette affaire a été marquée par la présence d'un interprète pendant toute la procédure. Un interprète extraordinaire puisqu'il a participé activement à apaiser et surtout, à éclaircir de manière considérable ce qui avait pu se passer parce qu'il demandait aux accusés et il traduisait les accusés de manière limpide, jouant les intonations, permettant de comprendre précisément dans quel état d'esprit étaient les accusés au moment où ils déclaraient les propos qu'ils tenaient, au moment où ils étaient confrontés à des questions. On est là parce qu'on va devenir en même temps l'accusé, la victime. Armand Ahmed Gasly, interprète. On est aussi en même temps l'avocat général qui rappelle la loi, qui dit non, ça va pas. On est l'avocat qui dit mais vous avez mal compris mon client. On est toutes ces personnes. C'est une petite schizophrénie, mais passionnante parce qu'on est tout de même en charge de nos facultés. C'est un peu un caméléon positif. Et en même temps, on doit tâcher à ce qu'on nous oublie. J'avais traduit pour plusieurs autres personnes avant l'arrivée de Monsieur Kadri dans le dossier. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, de combien de personnes se constituait cette bande que les parties civiles appellent la bande d'Égyptiens. Alors, je le vois pour la première fois, il est très poli, il s'assoit, il me regarde avec un sourire. Bonjour, et il me dit « Ah, monsieur l'interprète, c'est très chantant, c'est beau à l'oreille. » Je dis « Quoi donc ?» Il me dit « L'accent libanais, ne me dites pas que vous n'êtes pas libanais parce que je l'entends. Et c'est très chantant et j'adore. » Je dis « Ah ben merci, je vous en prie, monsieur Kadri. Je vous précise que je vais procéder à la traduction, mais en dialecte égyptien. » Il me dit « Vous pouvez traduire en égyptien ou en libanais. Alors, faites comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Déjà, je vois quelqu'un de courtois qui m'accueille avec respect, avec un brin de gentillesse. Tant mieux. Code B510. Expertise psychiatrique du docteur Franz Prosper. Mahmoud Kadri est en bonne santé, d'une intelligence normale, indemne de tout trouble d'ordre psychique qui influe sur sa lucidité. Il est sans naïveté sur la gravité des faits. Mahmoud Kadri est accessible à une sanction pénale et n'a besoin d'aucun traitement particulier. Karim Ibrahim m'a parlé avec respect, mais avec un petit message de « Vous allez bien faire votre travail, monsieur l'interprète, j'espère. » Gentiment, mais genre, on est d'accord ? Monsieur Karim Ibrahim, il a toujours quelque chose à dire. Et par exemple, quand je fais signe de la main pour lui dire d'attendre, parce que on a aussi Madame la greffière qui est en train d'écrire, qu'il doit tout retranscrire. Bon, bien sûr, Karim Ibrahim, il va le dire avec respect, mais il va le dire aussi un peu avec véhémence. Mais ce n'est pas méchant, c'est juste une façon... C'est sa personnalité. Le langage du corps de Karim Ibrahim est beaucoup plus présent. Et d'ailleurs, on le voyait même sur moi quand je traduisais, parce que je faisais les mêmes gestes que lui. Code B510. Expertise psychiatrique du docteur Franz Prosper. Karim Ibrahim n'a aucun trouble psychique. Il révèle une certaine tendance à l'auto-valorisation avec un sens aigu de l'amitié, de l'entraide et du devoir. Il conteste formellement être l'auteur du tir. Karim Ibrahim dit « La seule chose, je vous le dis, j'ai fait des vols sans jamais faire de mal à des personnes car j'ai un respect absolu des êtres humains. »
Karim Brahim, il a cette façon de parler qui peut faire peur à tout le monde parce que il parle parfois en criant. Pourquoi ? Parce qu'il veut à tout prix qu'on l'entende, parce qu'il sait que lui, ce qu'il a à dire est très important. Il faut vraiment qu'on lui accorde beaucoup de temps. Mahmoud Kadri, à côté, est calme. Il a des choses à dire aussi. Mais il va attendre. Il va lever sa main. Il va attendre qu'on lui donne la parole. C'est aussi quelque chose qu'on remarque, qui nous permet de faire la part des choses par rapport à la personnalité de chacun d'eux. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Code B752. Rapport d'enquête de personnalité de Thomas Broche. Karim Ibrahim est né au Caire en 1992. Il est issu d'une famille d'agriculteurs installée à Mahadi, en banlieue, dans un quartier populaire. Il raconte: les gens étaient bien éduqués et notre famille respectée. Nos parents avaient de faibles revenus. On n'avait pas le choix de vivre en banlieue du Caire. J'étais un enfant qui aimait satisfaire mon père et ma mère. Je respectais les autres. Je ne faisais pas de mal pour qu'on ne me fasse pas de mal. Il grandit dans une famille respectée, qui s'entend bien avec son voisinage. Il n'a pas de problème particulier. Fares Edel, avocat de Karim Ibrahim. Jusqu'au décès de son père, à l'âge de 4 ans. Alors, il va raconter un épisode assez étrange. Il va le raconter à plusieurs reprises pendant la procédure, dans lequel, en fait, lui et son frère aîné, puisqu'ils sont deux, ne sont pas mis au courant du décès de son père. Ils étaient en train de jouer au moment de l'enterrement de son père, et qu'il ne sera mis au courant que 40 jours après le décès de son père. Il pensait que son père était parti en voyage. Et en fait, c'est quelque chose qu'il va raconter à plusieurs reprises sans qu'on comprenne bien l'impact que ça a pu avoir sur son parcours, sur sa psyché, mais c'est quelque chose en tout cas sur lequel il revient régulièrement. On sait qu'à partir de là, sa vie change puisque sa mère reprend le travail au champ et que lui va passer cette enfance sans père, sans soutien économique principal. Et donc ça va être une forme de précarité en Égypte, dans un pays qui, dans les années 90, n'est pas encore dans la situation économique qu'on lui connaît aujourd'hui, mais voilà, il rencontre des difficultés au quotidien assez importantes. Code B753. Rapport d'enquête de personnalité de Thomas Broche. Karim Ibrahim indique qu'il n'a jamais été condamné en Égypte et il dit avoir postulé à des emplois dans l'armée et la police. À 16 ans, sa vie bascule lorsqu'il doit arrêter ses études pour aider sa mère au champ. Elle avait un problème de cœur et elle ne pouvait pas travailler. Il dit: je voulais continuer mes études, mais il y avait une réalité. Ma mère, je devais l'aider pour subvenir aux besoins de la famille, et c'est là que j'ai décidé de partir en Europe. Et puis, dès qu'il en aura l'occasion, c'est-à-dire à 18 ans, il va quitter l'Égypte. Donc sa mère va vendre une partie des terres agricoles familiales pour financer ce départ. Ils vont payer un passeur, il va embarquer sur un bateau, il va faire le parcours tristement classique de beaucoup d'Égyptiens. Il va arriver en Italie, où il n'aura pas vraiment d'attache et où il ne trouvera pas de travail. Et donc, de l'Italie, il va se rendre ensuite en France. Il arrive, alors il n'est pas vraiment en mesure de donner un mois, une année exacte. On sait qu'il arrive autour de 2009-2010 en France. Donc c'est vraiment un tout jeune homme de 18-19 ans. Il arrive seul. Il va rejoindre un oncle qui est censé l'héberger, sauf qu'en fait cet oncle va l'héberger quelques jours. Et puis ensuite à Paris, il va enchaîner ce que lui appelle des colocations, mais qui sont en fait des squats.
dans lesquels il y a beaucoup de jeunes Égyptiens comme lui qui travaillent au noir quand ils peuvent dans le bâtiment, qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de survivre et qui, pour partie d'entre eux, se retrouvent au Bois de Boulogne ensuite pour commettre des vols. Mahmoud Kadri est lui aussi un clandestin égyptien. Il arrive de Sohag, une ville au sud de l'Égypte. Il a connu une enfance heureuse, sa famille vit bien, son père est épicier. Et Mahmoud Kadri répète à l'enquêteur de personnalité que les valeurs familiales l'ont forgé. Il lui dit « Ma mère nous a appris à respecter les gens, les plus âgés, le professeur. On ne vole pas, on ne prend pas les choses des autres. Et si on nous frappe, on doit faire appel à la loi. » Ce qui est très intéressant et assez unique dans le parcours de Mahmoud Kadri, c'est que lui ne vient pas de la misère. Léa Dordilly, avocate de Mahmoud Kadri. C'est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents travaillent, lui-même commence des études modestes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans une famille relativement modeste, mais qui va partir avec l'idée d'une vie meilleure. Mais donc il fuit pas vraiment la misère. Par contre, il a dans l'idée qu'il a des capacités, qu'il a des possibilités, et que s'il arrive en Europe, il aura une plus belle vie. Et puis il va partir dès qu'il a 16 ans. Il va d'abord dans un premier temps émigrer en Libye, puis il va passer en Italie. Il va rester à ce moment-là comme mineur isolé pris en charge en Italie dans un foyer. Il va travailler, ça va relativement bien se passer pour lui. Et arriver en France en revanche, au début de l'année 2018, il n'aura plus aucune prise en charge parce qu'il est tout jeune majeur. Il va se retrouver dans une situation désastreuse. Il dort sous les ponts, il dort avec les autres dans des tentes à métro de la Chapelle. Voilà, il va avoir une vie vraiment extrêmement précaire, il va être extrêmement isolé, il va être extrêmement misérable. Et c'est la solidarité de ses compatriotes qui va lui permettre d'être hébergé dans des squats. Et puis petit à petit, on va lui proposer de participer à ses vols pour subvenir à ses besoins. Et il va se retrouver hébergé par un certain nombre de ces hommes qui sévissent au bois, et il va intégrer cette bande de voleurs. C'était pas le destin, je pense, de Mahmoud Kadri de se retrouver dans une bande de voleurs, et de participer à des exactions. Je pense que c'est très circonstanciel, et que ça vient vraiment du parcours qui a été le sien, qui est un parcours, d'errance, de déshérence et de désespoir, alors qu'il était parti justement avec de très grands espoirs au départ. Il a du mal, en fait, à se l'expliquer à lui-même pourquoi il a sombré comme ça. Il en a extrêmement honte, en fait. Il a honte d'être parti avec le projet d'une vie meilleure et de se retrouver dans les bas-fonds de l'humanité, à errer dans les bois la nuit, pour dépouiller des gens misérables encore plus que lui. Code B782. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Franz Prosper. Karim Ibrahim déclare « J'ai souffert au début en France, ensuite j'ai commencé à travailler au noir dans le bâtiment pour gagner ma vie. J'ai été en logement avec des gens, en colocation, toujours à la recherche d'une meilleure situation. J'ai volé aussi avec la bande, je le cache pas. Et puis j'ai connu Mahmoud, c'était juste 1 mois et demi avant le meurtre. » La question de savoir pourquoi Karim Ibrahim va commettre des vols, elle lui a été posée à de nombreuses reprises parce que on sait que pour lui, contrairement à d'autres, ça va devenir un gagne-pain régulier, voire un gagne-pain principal, puisqu'il va continuer à travailler dans le bâtiment jusque très tard, jusque 2018, quelques semaines avant le meurtre de Vanessa Campos. Et il va se retrouver à certaines périodes tous les soirs au Bois de Boulogne, et donc que ça va être vraiment son gagne-pain principal. L'une des explications qui a été donnée par notamment le docteur Prosper, qui a fait l'expertise psychologique et psychiatrique en cours d'instruction, c'est que Karim Ibrahim, à travers ses déclarations, semble, peut-être plus que les autres, aimer les belles choses. Il va dire à de nombreuses reprises qu'il aime bien s'habiller, qu'il aime bien avoir des belles affaires, qu'il aimerait bien avoir une belle voiture. On sent qu'il y a un appât du gain chez lui qui est peut-être plus marqué que chez d'autres qui sont davantage dans la survie. Il va se prendre au jeu
Ça va devenir une forme d'addiction, ces vols à la roulotte, somme toute faciles et qui peuvent, certains soirs, lui apporter des sommes beaucoup plus importantes que le travail dans le bâtiment. Et c'est vraiment cet attrait de l'argent qui va le conduire à choisir ce mode de vie à part entière. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est une formule qu'il a eue lui, et où il faisait le parallèle, en fait, entre lui, son histoire, son parcours, et l'histoire et le parcours de la victime et des travailleuses du sexe. Ça pouvait paraître indécent ou obscène d'entendre ça, mais quelque part, ça résonnait assez vrai, en fait. C'est vrai que ce sont des parcours de vie fracassés, des gens qui ont tout quitté en espérant avoir un jour une vie un peu meilleure que celle qu'ils quittaient, pour se retrouver finalement dans une situation encore plus compliquée. Le Bois de Boulogne, en 2018, et malheureusement toujours depuis 2018, c'est un lieu dans lequel se rencontrent des misères, c'est certain. La misère des personnes transsexuelles, prostituées, qui vendent des services sexuels, parfois pour quelques dizaines d'euros, et la misère de jeunes Égyptiens qui pensent trouver effectivement l'Eldorado en détroussant des clientes prostituées, les deux sont frappantes, et les deux sont détestables à de multiples égards. La différence, c'est que un de ces deux groupes ne faisait de mal à personne pour supporter cette misère. En janvier 2022, 3 ans et demi après la mort de Vanessa Campos, la bande d'Égyptiens est jugée devant la cour d'assises de Paris. Dans le box, 9 accusés, dont les 2 principaux, Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim. Tous les deux nient être l'auteur du tir mortel. Les 3 semaines d'audience tournent au fiasco. Les accusés s'écharpent continuellement. Il faut savoir que c'est un procès qui ne se passe pas très bien parce qu'il y a une dizaine d'accusés qui sont tous très véhéments, qui sont tous très agités, pour certains qui ont des problématiques de manque. Donc il y a des incidents en permanence. C'est un procès qui est vraiment tout sauf serein. Donc on a beaucoup de mal à avoir des plages de plusieurs heures pour avoir des interrogatoires efficaces, complets, sereins, sans que ce soit interrompu par des cris, des hurlements, voire des menaces. Voilà, c'est un procès qui se passe pas du tout bien la première fois. Messieurs les accusés, je vous demande le calme. Ça n'est pas une foire d'empoigne. Un peu de tenue, je vous prie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Ibrahim a eu une attitude extrêmement particulière puisqu'il s'est tenu silencieux pendant l'intégralité des débats, sauf lorsque il lui était donné la parole. Ça tranchait particulièrement avec l'attitude des autres accusés qui passaient leur temps à hurler, vociférer, menacer, se plaindre, à juste titre de conditions de détention et de conditions de procès extrêmement difficiles. Mais lui, Karim Ibrahim, il s'asseyait dans le box, il se taisait, il restait silencieux, quand bien même il était menacé, quand bien même il y avait des parties civiles, personnes prostituées qui venaient l'accuser des pires choses, de vol, de violence, de viol, etc. Lui se taisait jusqu'à ce que la parole lui soit donnée. Alors à ce moment-là, c'était une toute autre attitude. Mahmoud Kadri, lui, il est au milieu de tous ces gens qui vocifèrent et il est extrêmement calme, mais il bouillonne à l'intérieur parce qu'il a le désir d'être entendu, le désir de s'exprimer. Il veut d'ailleurs absolument parler français, ce qui le dessert parfois parce qu'il a un français certes très bon, mais qui n'est pas non plus parfait, donc il y a des détails qui se perdent un peu dans la traduction. Karim Ibrahim qui restait silencieux jusqu'à exploser au moment où la parole lui était donnée. Et là, ça devenait problématique parce qu'il entrait dans des logorrhées verbales interminables où il était en boucle, il ne s'arrêtait pas, il devenait véhément à l'égard des autres accusés, à l'égard de Mahmoud Kadri, à l'égard parfois des parties civiles parce qu'il ne comprenait pas qu'elle l'accuse d'un certain nombre de choses qu'il contestait. Et il ne s'arrêtait pas
pendant des minutes, des dizaines de minutes de parler. Il était inarrêtable, que ce soit par les juges, par l'avocat général ou par ses avocats. Et ça compliquait considérablement sa défense, puisque évidemment, il était inaudible et forcément antipathique pour la cour. C'est probablement l'accusé, la personne mise en cause que j'ai défendue, qui était la plus débordée physiquement par son stress. Il était palpable. Vous approchiez de lui à 3 mètres, vous sentiez déjà son stress avant même qu'une question lui soit posée. À tel point qu'au premier procès, il est passé de la logorrhée verbale au vomissement. Et pendant son interrogatoire sur les faits, qui a duré 3 à 4 heures, il a passé 3 à 4 heures à vomir. Les gendarmes lui ont mis un seau à ses pieds. Et à chaque réponse qu'il donnait, il vomissait ce qu'il avait. Donc ça devenait évidemment au fur et à mesure de la bile. C'était vraiment, physiquement, il était marqué par son stress et par l'angoisse de devoir répondre à ses juges. Karim Brahim s'est mis à pleurer pendant son interrogatoire. Et moi, j'étais en train d'interpréter ses propos. Et ma voix s'est cassée d'une façon très, très crédible. À ce moment-là, il était en train de pleurer en disant qu'il a tout perdu. Et en même temps, qu'une dame a perdu sa vie à cause de tout ce qui s'est passé. Un moment de remords, un moment de tristesse immense. Il a mentionné à ce moment-là aussi son enfance en disant qu'il n'a jamais imaginé que sa vie finirait un jour derrière les barreaux. Et il s'est effondré. Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim écopent de la même peine. 22 ans de réclusion criminelle pour meurtre en bande organisée. La cour consacre Mahmoud Kadri comme étant le tireur et Karim Ibrahim comme étant son complice. Mahmoud, il faudrait vraiment se concentrer sur le fond et laisser les cours de langue française de côté. Il sourit, il me dit « Je suis en mesure de faire les deux ». C'était une rencontre assez unique parce qu'il était particulièrement riche d'avoir des échanges avec lui et que j'ai beaucoup apprécié aussi tout notre temps de parloir. Pour moi, il n'a pas du tout le profil en fait d'un des voyous d'une bande de voleurs. Maintenant, il y a le phénomène de bande, ce qui fait qu'un groupe a une dynamique et qu'un groupe peut être effectivement effrayant dans sa globalité. Et puis, ça reste la somme d'individus. Et en fait, quand on les prend un par un, chacun est différent et lui, tout particulièrement parce que lui, il a une vraie sensibilité, il a une vraie intériorité, il a de vraies capacités. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on se penche sur son cas particulier, c'est pas du tout l'image à laquelle on s'attendait. En appel, Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim persistent à nier le meurtre de Vanessa Campos. Mahmoud Kadri, désigné comme étant l'auteur du tir mortel, est condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Karim Ibrahim, lui, écope de 14 ans pour complicité de meurtre. À leur sortie de prison, les deux devront quitter le territoire français. C'était On de la raconte version Code B, autrement dit version psy. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Vincent Deby, réalisation de l'ami Mathieu Frette. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.